Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour à Madame Jennifer Gagnard, qui travaille chez Sanofi et qui va nous parler de l'innovation digitale. Et Madame Gagnard travaille dans le domaine de l'innovation digitale. Et Sanofi, ça ne fabrique pas, n'est pas une entreprise qui fabrique que des médicaments. On a vu hier que Sanofi intervenait dans le traitement des thérapies complexes, des maladies complexes. Et nous avons vu aussi son attachement au caractère humain de la relation médecin-patient et son intervention, l'intervention de Sanofi dans différents domaines de la santé. Et l'objectif de cette conférence aujourd'hui va être de nous montrer l'influence de Sanofi dans le domaine de l'innovation digitale et également toute l'influence représentée par cette entreprise dans les différents paramètres qui constituent la santé en général. Bienvenue à vous, madame. Merci beaucoup de votre présence et nous attendons avec impatience votre présentation. D'accord, merci beaucoup. J'ai le droit de l'enlever ou Oui, c'est pas mal. Merci beaucoup de ce passe-droit. Donc bonjour à tous. Moi, je suis effectivement ravie d'être parmi vous. Merci pour votre introduction. L'idée pour moi aujourd'hui, c'est de partager avec vous la vision en fait de l'innovation digitale au sein de Sanofi, revenir sur notre ambition et puis aussi de façon très concrète aborder 4 solutions sur lesquelles on travaille d'arrache-pied, je dirais, actuellement. Donc juste, vous le savez, Sanofi, c'est une société de biopharmaceutique globale qui fait à la fois des vaccins pour prévenir des maladies, mais aussi un certain nombre de médicaments innovants. Et vous l'avez dit, sur un spectre très large de champs thérapeutiques, puisqu'on va de la maladie rare jusqu'aux des maladies chroniques telles que le diabète. Donc ça, c'est l'essence, c'est notre ADN. Et puis, depuis maintenant un certain nombre d'années, le digital se développe considérablement et se développe sur toute la chaîne de valeur de Sanofi, c'est-à-dire depuis la R&D. Et vous avez dû voir passer aussi dans la presse un certain nombre de partenariats avec des startups pour aussi accélérer la recherche et le développement. Ça passe aussi par toute la digitalisation des affaires industrielles et puis on va jusqu'à supporter la commercialisation de nos produits, à la fois dans nos interactions, et le digital a une place importante dans nos interactions avec les professionnels de santé, mais aussi, évidemment, et je crois que ce qui vous intéresse aussi énormément aujourd'hui, sur toute la partie accompagnement du patient dans le cadre de la prise en charge globale de sa maladie. Donc ça, c'est important de repréciser le contexte. Maintenant, c'est quoi la mission précisément de la direction innovation chez Sanofi? Innovation digitale. Notre mission, c'est designer, développer ou co-développer, tester des nouveaux usages, en fait, en s'appuyant sur l'apport des nouvelles technologies d'une part, et puis en collaborant aussi avec des nouveaux acteurs tels que ceux qui sont présents aujourd'hui, donc un certain nombre de startups, mais pas que. Donc on fait ça, et avec quelque chose qui nous tient toujours à cœur et qui est présent quels que soient les projets qu'on adresse, c'est de se dire qu'on va chercher de la valeur médicale pour le patient, clairement, et que par ailleurs, vu qu'il n'y a aucune démarche et initiative qui soit isolée ou gérée uniquement par Sanofi par exemple, c'est vraiment de s'assurer qu'on apporte de la valeur économique à toutes les parties prenantes du système. Ça peut être la start-up, ça peut être le système de soins, ça peut être les professionnels de santé, etc. Donc ça, c'est la mission dans sa globalité. Alors maintenant, concrètement, comment on fait ça ? On a une méthodologie assez commune et en tout cas qu'on utilise régulièrement. On part souvent d'une problématique, donc ce qu'on appelle un point de douleur dans le parcours de soins du patient. Après, globalement, on va analyser un certain nombre de choses sur le marché, les tendances technologiques, les tendances comportementales, l'évolution d'un certain nombre d'usages aussi. Par exemple, on fait aussi parfois des projections et on va s'inspirer d'autres univers que celui de la santé. Il y a aussi beaucoup d'interconnexions de ce côté-là. Donc, fort de ça et des analyses, eh bien, on essaye de se projeter et d'identifier des solutions à développer qui font évidemment du sens et de la valeur eu égard aux maladies qu'on adresse.
Et nous, personnellement, on est très concentré sur le diabète, sur les maladies rares, sur l'immuno-onco et le vaccin et également la douleur. Donc voilà pour dresser un peu notre mission et la façon dont on fait. On a 3 piliers dans notre direction. Le premier, c'est l'engagement patient. Donc c'est vraiment trouver des solutions qui vont aider le patient dans la prise en charge de sa maladie. Et ça peut être de la prévention au diagnostic, on en verra un exemple, et jusqu'à l'accompagnement au-delà. On verra aussi un autre exemple dans la douleur. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est tout ce qui touche aux nouveaux modèles d'interaction. Et là, c'est comment est-ce qu'on utilise les technologies et la donnée pour essayer d'avoir une diffusion de l'information qui soit la plus pertinente et la plus personnalisée. Et puis le dernier pan de la direction, et on y reviendra aussi, c'est tout ce qui touche à l'écosystème d'innovation. Et vous verrez que c'est un point crucial et beaucoup d'actualité sur l'année 2022. Donc là, c'est comment est-ce que nous, laboratoires pharmaceutiques, importants en France et en Europe, on peut agir comme un acteur important et permettre de générer de la valeur pour l'ensemble des parties prenantes. Encore une fois, on travaille énormément avec des startups, des consortiums, des grands groupes, mais donc ça peut être très diversifié, c'est des natures différentes. Donc vous voyez, en termes de taille, c'est varié. En termes de nature de structure, ça va du public, privé, mais ça peut être aussi des associations de médecins libéraux, des associations de patients également, d'autres types de structures. Et puis en termes de géographie, vous voyez aussi que comme on est global, on est amené à travailler avec plein de pays et parfois même bien au-delà de l'Europe. Donc voilà pour la structure de nos activités. Évidemment, on est le plus possible en mode agile et collaboratif, vous l'avez bien compris. Voilà, alors peut-être donner des éléments de contexte sur qu'est-ce qui engendre une accélération de la partie innovation digitale. Et là, je reviendrai sur le contexte de la crise sanitaire. C'est clair que la Covid a favorisé l'utilisation et l'adoption des nouvelles technologies. Donc, vous connaissez par cœur, puisque vous avez vu quand même se développer très, très nettement la partie télémédecine sur toute la prise en charge des patients et les interrelations patients-professionnels de santé. Mais on a vu aussi le travail collaboratif se développer avec le télétravail. Et là, dans le domaine de la santé, ça a poussé probablement aussi beaucoup les organisations et les équipes médicales à davantage collaborer de façon, entre différents sites hospitaliers. Puis on a vu aussi toute la transformation de l'enseignement à distance, et y compris la formation continue avec tous les congrès qui se sont faits aussi en distanciel ces derniers temps. Donc une sacrée évolution dans la partie utilisation des technologies numériques, notamment autour de l'information. Ce qui fait que pour nous, en tout cas, le constat il est sans appel et que cet engagement dans l'innovation digitale est très très important. Je crois qu'on peut le synthétiser de façon très simple. D'abord, le monde, ou la façon dont le monde communique a très largement changé. On a fait un bond en avant probablement de 4 ans dans la façon dont on utilise ces technologies, au moins autour de l'information médicale, de l'information en général. Juste pour donner une illustration, je pense qu'au-delà de la santé, on a probablement une nouvelle plateforme ou un nouveau canal de communication qui émerge tous les 6 mois. Donc ça prend un essor considérable. Le deuxième fait très marquant et qui pousse aussi notre direction à agir, c'est l'évolution des attentes du client connecté. Alors je parle de client, évidemment quand on projette dans le monde de la santé, on parle du patient connecté, et demain peut-être aussi, qui sait, des consommateurs de santé quelque part. Alors je me projette plus à 2030-35, mais avec des évolutions de comportement importants. Et donc ces attentes, elles sont aussi en pleine transformation. Puis enfin, la data, les données, le nombre de données numériques générées est colossal. Quand on fait une comparaison, alors c'est des 10 puissance 23, c'est énorme. On dit aujourd'hui qu'il y a plus de données numériques qu'il n'y a d'étoiles dans l'univers observable. Donc c'est dire ce qui va être généré aussi dans les années à venir. Donc la transformation, elle est là. Et quand on voit toute la
l'accélération autour du développement des technologies et aussi toutes les, je dirais, les tensions qu'il y a autour du système de soins, on imagine assez bien à quel point il va y avoir des évolutions, voire même, on fera l'analyse a posteriori, mais des révolutions dans certains domaines des prises en charge. Voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, on accélère sur ce sujet. C'est une priorité en France, c'est une priorité en Europe. Et vous savez que la présidence de l'Union européenne va être reprise par la France. Et clairement, le numérique fait partie des priorités. Donc, il nous appartient aussi, surtout quand on est acteur comme vous et impliqué dans l'évolution et l'innovation de la santé digitale, de pouvoir rendre cet espace particulièrement attractif. Voilà, mais maintenant, je suis peut-être sûre que vous avez envie de rentrer dans le concret. Donc, je voulais partager avec vous 4, si on a le temps, 4 initiatives sur lesquelles on travaille. Donc, de façon très concrète. La première, on l'a appelée stratégique foresight pour nous. On s'intéresse là donc aux patients diabétiques et aux professionnels de santé qui l'accompagnent. Aujourd'hui, il y a plus de 420 millions de patients dans le monde qui sont diabétiques. On attend d'ici 2030 une évolution importante parce qu'on va passer, a priori, selon les projections, à plus de 650 000 patients. Donc, un nombre important et puis une dynamique d'évolution aussi importante. Sur les 30 dernières années, on a multiplié par 4 le nombre de diabétiques. Donc, c'est clairement la première pandémie de maladies non contagieuses avec un fort taux d'incidence et en développement. Et autre fait marquant, je trouve, 50% des patients diabétiques ne savent pas qu'ils le sont avant même de découvrir finalement des impacts collatéraux du diabète sur leur organisme. Donc, on pourrait croire que dans ce domaine, comme c'est une ancienne maladie, tout est fait, y compris avec l'avènement des technologies, puisque aujourd'hui, vous avez des capteurs intelligents de glucose. Je mets ça parce que je pense au freestyle qui se prend sur le bras. Là, il y a beaucoup de démocratisation, en fait, de l'acquisition de ce type de système. On a aussi d'autres systèmes, type les systèmes de pancréas artificiels en boucle fermée, qui commencent aussi à bien mûrir. Mais il y a encore beaucoup d'espace pour améliorer la vie des patients, clairement, parce que quand on fait un tas d'ateliers avec eux, je peux vous assurer qu'ils souffrent encore beaucoup et qu'il y a encore beaucoup de besoins à adresser. Alors nous, ce qu'on essaye de faire quand même dans cette direction, c'est de se projeter à 2030, comme vous. Donc c'est parfait. Donc nous, 2030, voire 2035, pour pouvoir être bien disruptif et puis revenir progressivement sur des choses réalisables en séquence. Et donc, ce qu'on a décidé de faire pour se projeter et imaginer la vie des patients diabétiques dans 15 ans, c'est donc une démarche de prospective stratégique. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une méthodologie qui va nous permettre, en fait, de nous projeter dans le futur, évidemment, pas dans le passé, mais de se projeter à horizon, nous, on a décidé donc 15 ans, et d'imaginer des futurs possibles. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse toutes les tendances. Je reviens sur les tendances technologiques. Évidemment, on part des difficultés actuelles des patients. Mais l'analyse des tendances technologiques, de leur rapport à perspective 10-15 ans, et toute une démarche de créativité par la suite nous amène à identifier un certain nombre de scénarios. Et on prend ces scénarios et on met un peu de technologie, un peu de science-fiction, et on travaille sur ce qu'on appelle le design fiction. Et grâce à ce type de démarche très visuelle, très concrète, qu'on peut partager à l'intérieur de l'entreprise aussi, et avec nos parties prenantes externes, parce qu'on l'a construite avec eux, on va imaginer des solutions possibles pour dans 15 ans. D'accord ? Et quand on imagine ces solutions, et le fait de le faire de cette façon-là, c'est assez intéressant parce que ça amène plein de débats. La donnée, l'éthique, la protection personnelle, qu'est-ce que je vais faire, ma relation au médecin, comment elle va être, non, moi je veux voir mon médecin, je ne veux pas, etc. Donc ça amène beaucoup de débats et ça amène à faire des choix aussi sur ces sujets-là. Et basé sur ça,
eh bien, rétrospectivement, on se définit une vision, un cap en termes d'usage, et puis on va définir une roadmap, un plan d'action pour progressivement pouvoir développer des solutions intermédiaires qui vont nous amener à ce type d'usage. Donc ça, c'est ce qu'on fait dans le diabète, parce qu'on se dit qu'aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de choses en développement, donc on se projette assez loin. Voilà. Mais ça donne des choses très concrètes, parce que pour vous illustrer et que ça ne reste pas abstrait, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la Red Team. C'est une équipe qui a été mise en place par l'Agence de l'innovation de la défense, en collaboration avec l'armée. Ils ont regroupé 10 auteurs de science-fiction et ils se sont mis à travailler sur les possibilités de conflits futurs pour mieux les comprendre et surtout pour mieux les anticiper. Et donc en travaillant comme ça, de cette façon-là, ils ont identifié un scénario, et dans un des scénarios, c'est assez emblématique, un des militaires portait une cape d'invisibilité, la même que celle visualisée dans Harry Potter. Donc, et ça a amené à une innovation technologique. Donc, d'une image vraiment ou d'un outil complètement magique dans le registre de la science-fiction est née une évolution technologique concrète qui va avoir son implémentation pour la préparation des conflits futurs. Donc voilà une initiative dans le diabète. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Ça commence à venir. Donc ça, c'est une démarche. Autre point qui va vous intéresser, une solution sur laquelle on travaille depuis 2 ans qui s'appelle AccelRare, qui vise à diminuer l'errance diagnostique dans la prise en charge des maladies rares. Donc je suis sur un sujet qui vous tient à cœur. En tout cas, nous aussi. Cette idée de solution, elle est née, encore une fois, d'une démarche collaborative d'innovation. On a réuni une vingtaine d'acteurs très impliqués dans la prise en charge des maladies rares, réfléchi au sujet de l'errance diagnostique, et ils ont identifié 14 solutions. On a opté pour une, et c'est AccelRare. Donc, l'idée, c'est de mettre à disposition des médecins du réseau de soins primaires un outil qui les aide à diagnostiquer plus tôt les maladies rares. Alors, pourquoi quand je dis réseau de soins primaires, c'est médecins généralistes, spécialistes de ville, pédiatres, par exemple. Pourquoi on s'adresse en particulier à eux ? Il y a 3 raisons principales. La première, c'est que un patient en moyenne qui est atteint d'une maladie rare, il a son diagnostic au bout de 4 ans. Il a, après 4 ans de recherche, d'investigation clinique, un diagnostic précis et définitif de sa maladie. C'est long, c'est très long pour un patient. La deuxième chose, c'est qu'on dénombre aujourd'hui 7000 maladies rares. Donc, vu le nombre, vu la rareté, personne ne peut être complètement affûté sur le diagnostic précis de ces maladies. C'est extrêmement compliqué. Puis enfin, là aussi, c'est comme dans le diabète, il y a un patient sur 2 qui vit avec sa maladie et qui ne sait pas mettre de nom dessus, ce qui est aussi extrêmement difficile à vivre pour les patients. Donc, fort de ça, l'idée qui a émergé, c'est de se dire il faudrait qu'on ait un outil digital qui nous permette de prédiagnostiquer très rapidement et très simplement s'il y a une suspicion ou pas de maladie rare. Et donc, c'est tout l'objectif d'AccelRare. Et donc là, c'est une interface extrêmement simple, intuitive, qui permet aux médecins de saisir l'intégralité des symptômes décrits par le patient. Donc, il peut le faire soit en présence du patient lui-même en consulte, soit en dehors de la consulte s'il préfère. Ce n'est pas plus de 4 minutes. Il remplit tout ça. Il y a des suggestions de symptômes associés pour être sûr qu'on ne passe pas à côté de quelque chose. Et par la suite, l'algorithme lui dit si oui ou non il y a une suspicion de maladie rare avec un indice de confiance qu'on veut au-delà de 80%. Et s'il y a une suspicion d'une maladie, évidemment, il y a toutes les caractéristiques de la maladie et tous les contacts des centres experts les plus proches. Donc, c'est très simple. Ça a été déjà testé et prouvé sur quelques maladies rares au périmètre de ceux qu'on connaît bien chez Sanofi. Et là, l'idée, c'est vraiment d'entrer dans la phase de développement sur les quelques prochains mois. Là, le contrat avec
partenariat, une start-up vient d'être conclu. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir une solution d'ici mi-2022 qu'on puisse mettre en expérimentation et qui couvrirait, alors non pas tout de suite les 7000 maladies rares, mais les 270 maladies rares pour lesquelles il existe un traitement identifié. Donc voilà, donc l'objectif, expérimentation de cette solution, deuxième semestre 2022. Donc j'espère qu'on pourra être lors d'une prochaine réunion et vous partager des résultats plus concrets. Donc ça, c'est le deuxième domaine, maladies rares. Un troisième, on s'intéresse à la blockchain. Alors pourquoi on s'intéresse à la blockchain? Ça peut vous faire sourire. On s'intéresse à la blockchain parce qu'on y voit de la valeur pour plus de traçabilité sur nos produits. Alors, notre mission, c'est de délivrer des produits sûrs et authentiques aux patients. À côté de ça, on voit aussi que les attentes des consommateurs, des patients également, parce que c'est vrai dans l'alimentaire, mais c'est vrai aussi dans la santé, ont de plus en plus d'attentes de la part des industriels sur la transparence, la sécurité, la confiance. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas s'associer et essayer d'explorer ce que peut apporter la blockchain dans ce domaine. Donc on s'est associé à un consortium qui s'appelle PharmaLedger, qui regroupe une trentaine d'acteurs clés au niveau européen, laboratoires, grossistes et plein d'autres. Donc il a une légitimité évidemment européenne, ce consortium. Et l'idée, c'est de co-construire une blockchain. Bon, évidemment, on ne le fait pas dans notre coin, encore une fois. Ça n'a pas de sens. Si chacun développe sa blockchain pour la distribution des médicaments, c'est mort-né. Donc là, l'idée vraiment, c'est de co-construire quelque chose qui permette, ce registre, qui permette de stocker en fait toutes les données numériques relatives à la distribution des médicaments. Donc à partir du moment où les médicaments sortent de l'usine, jusqu'à la distribution en pharmacie, que ce soit pharmacie de ville ou hospitalière. Et l'idée, c'est pourquoi, c'est évidemment d'avoir une meilleure visibilité sur toutes les étapes. Donc un pharmacien qui a passé sa commande pourrait voir où en est précisément le produit dans la chaîne de distribution. On pourrait gérer plus aisément tous les problématiques de rappel de l'eau. Et puis on pourrait aussi probablement optimiser énormément la gestion des stocks chez les grossistes qui aujourd'hui posent aussi de vrais problèmes. Donc vous voyez que tout ça n'a de sens, encore une fois, je vous rejoins sur la partie collaboration, ça n'a de sens que si petit à petit, d'abord si l'expérimentation qu'on va mener l'année prochaine en Espagne est concluante, bien sûr, mais ça n'a de sens au final que si tous les acteurs collaborent pour créer un système unique. Ça n'aurait pas de sens ni pour le patient ni pour le pharmacien d'aller encore se connecter sur une multiplicité d'interfaces. Donc là, l'idée, c'est de travailler à plusieurs dans le cadre d'un consortium. Donc ça, c'est une première étape. On teste déjà l'année prochaine. Et ça avantage plus particulièrement, je pense, là, le pharmacien dans une première étape. Mais pour revenir aux attentes des professionnels de santé et des patients sur la sécurité et la transparence, qu'on peut aussi imaginer grâce à ce système, c'est que par la suite, n'importe quel patient professionnel scanne sa boîte de médicaments sur le data matrix et retrouve le certificat d'authenticité du produit, si le produit a fait l'objet d'un rappel de l'eau, etc. Donc, une initiative de long terme, on va dire, mais aussi avec beaucoup de valeur pour l'ensemble du système de distribution des médicaments. Voilà pour ce troisième exemple, j'espère, concret. Un quatrième et dernier qui est relatif à la douleur. Vous savez que Sanofi est leader dans le domaine de l'antalgie avec le Doliprane. Et une des façons en fait, d'innover dans la prise en charge de la douleur, c'est aussi d'aller s'associer ou de soutenir des initiatives innovantes, et y compris en e-santé, évidemment. On a aujourd'hui 12 millions de patients qui souffrent de douleurs chroniques. Et parmi eux, il y a toute une partie des patients qui vont être amenés, en complément de leurs médicaments, à essayer de chercher d'autres sources de soulagement, je dirais, et parfois aussi des solutions de e-santé. Donc c'est pour ça que Sanofi s'est associé en fait à la start-up Musicaire, qui d'ailleurs je pense est présente aujourd'hui
Elle peut vous développer bien plus la solution que moi. Mais Musicaire, pourquoi on s'y est intéressé? Parce qu'en fait, cette entreprise, cette start-up, elle s'intéresse à la reconnaissance en fait, des bienfaits de la musique pour le bien-être des patients. Donc elle a développé et mis sur le marché une solution qui est l'application pionnière dans la prise en charge de la douleur par la musique en complément d'un traitement médicamenteux. Donc c'est très intéressant, c'est très séduisant. L'application est très simple d'utilisation. Les patients peuvent l'utiliser directement, évidemment sur recommandation du médecin. Ils peuvent en premier lieu évaluer leur douleur, leur niveau de douleur. Ils peuvent paramétrer la séance auquel ils veulent, dont ils veulent bénéficier. Ils peuvent bien sûr faire cette séance en ligne et puis après évaluer l'efficacité. Ce que moi j'ai beaucoup aimé dans cette approche, c'est que d'abord c'est très simple, c'est standardisé, donc ça a une vraie valeur et une reconnaissance médicale importante. Et puis c'est aussi prendre en compte les choix des patients et leurs besoins. Donc il y a des séquences en fonction de leur objectif. Est-ce que je veux mieux gérer mon stress? Est-ce que je veux mieux vivre avec ma douleur ou mieux dormir? Et puis je prends en compte aussi mes goûts musicaux. Donc, très intéressant et par ailleurs très solide, très robuste, je dirais, puisque c'est collaboration avec l'INSERM, qui a aujourd'hui 500 établissements de soins qui l'utilisent et des preuves cliniques à l'appui. Donc là, tout l'enjeu pour Sanofi, c'était de s'associer à Musicaire pour essayer qu'au-delà des établissements de soins, les patients de ville, qui souffrent aussi de douleurs chroniques, puissent en bénéficier. Et donc, l'idée a été de s'associer à Musicaire pour pouvoir proposer aux médecins généralistes cette application, qu'ils puissent l'expérimenter et la recommander à leurs patients. Donc, je trouve que c'est une belle histoire, parce qu'il y a beaucoup de souffrance autour de la douleur et que ça a démontré des bénéfices très importants. Donc, vous voyez qu'en termes de collaboration, on parle de consortium, on parle de start-up. C'est de toute façon, quoi qu'il arrive, jamais tout seul. Ça n'existe pas. Et au cœur de tout ça, eh bien, il n'y a pas de valeur s'il n'y a pas de besoin identifié avec les patients, les professionnels de santé, et s'il n'y a pas d'expérimentation menée avec eux directement. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette présentation qui constitue un éclairage particulièrement séduisant de toutes vos activités. Il y a plusieurs mots qui viennent à l'esprit immédiatement. D'abord, il y a la notion d'anticipation, et ce n'est pas Olivier et Jean-Pierre qui me démentiront. Il y a aussi l'imagination sans limite, sans contrainte. Et nous sommes particulièrement sensibles à la MIMS, à ces deux valeurs. Il y a aussi, évidemment, vous l'avez amplement démontré aujourd'hui, c'est ce métissage culturel et ce métissage des métiers qui est absolument indispensable à la réalisation de tout ce que vous entreprenez en ce moment. Merci infiniment, et je pense que certains vont pouvoir brûler d'envie de vous poser des questions. En attendant qu'ils se déplacent auprès des micros, je voudrais vous poser la question suivante. Quels sont vos projets par rapport à un sujet qui nous tient particulièrement à cœur et qui était particulièrement à la mode, qui est le sujet de la coordination interprofessionnelle? Quels sont vos projets concernant toutes ces interconnexions dans la communauté médicale? Est-ce que vous avez des projets dans les tiroirs qui pourraient faire avancer tout cela? Oui, tout à fait. Je ne l'ai pas abordé, mais on a... donc, ce qui s'est passé début 2021, sous l'impulsion de Sanofi, en fait, il y a 4 grands groupes qui se sont rapprochés. C'est Capgemini, Orange, Generali et Sanofi, qui ont décidé de créer la première communauté européenne d'e-santé. Donc ça, c'était janvier. En milieu d'année, la joint venture qui s'appelle et qui porte le nom de Future for Care est née. Et depuis, les choses se sont concrétisées. Et donc l'ambition de Future for Care, c'est d'être le premier accélérateur de start-up en e-santé. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que d'ici 2025, on veut pouvoir accélérer la mise à disposition de solutions et soutenir 150 start-up. Mais pour ça,
eh bien, il faut de la collaboration. Donc, l'idée, c'est que les startups qui le veulent, qui sont sélectionnées, peuvent intégrer cet accélérateur. 3 bénéfices à ça, d'où la collaboration. Donc, le premier, c'est un réseau de scientifiques, d'académiques, de partenaires publics, privés, de cliniques, d'hôpitaux, d'associations, de professionnels de santé, de patients, qui font partie de Future for Care. Par ailleurs, des expertises complémentaires aussi sont proposées, issues des 4 grands groupes. Hein. Il y a besoin de pluridisciplinarité quand on développe des solutions de ce type. Par ailleurs, aussi, la collaboration peut se faire dans le cadre des labs, des parcours, parce qu'en fait, dans l'accélérateur est proposé 5 types de labs. Donc le Creative Lab, le médical et réglementaire, business et éthique, data et intelligence artificielle, et le Living Lab. Pareil, le Living Lab ne fait de sens que s'il y a de la collaboration avec des acteurs du soin, clairement. Et puis, dernier intérêt aussi pour les startups qui intègrent Future for Care, c'est d'avoir accès à un jeu de données de santé, évidemment mise à disposition par les 4 grands partenaires, mais dans le respect le plus strict de la législation de la régulation européenne et française, bien sûr. Mais tout ça favorise la collaboration, l'interconnexion avec vos métiers, évidemment. Voilà, c'est très important. Merci beaucoup. Donc je vous invite à rejoindre Future for Care si vous le souhaitez. Question ? Une question, parce que je crois qu'après, il y a les speed meetings et puis la prochaine conférence à suivre. Ouais, je vais être très rapide. Bonjour, je suis Elie Lobel. Je dirige une start-up basée à Strasbourg qui s'appelle RDS dans le domaine de la télésurveillance des paramètres cardiaques et respiratoires. Et j'ai raté les premières minutes de votre conférence, donc excusez-moi par avance si je pose une question à laquelle vous avez déjà répondu, mais je voulais savoir quelle était effectivement la bonne façon de rentrer en contact pour identifier si, pour une start-up en général, ce qu'on fait présente un intérêt ou pas pour Sanofi. Donc vous venez de peut-être donner un élément de réponse. Est-ce que Future for Care est la bonne porte d'entrée ou est-ce que c'est une autre porte d'entrée ? Et la deuxième question, c'est quels sont vos modes de collaboration avec les startups ? Vous avez mentionné des consortiums, des partenariats. Est-ce que ça passe aussi par d'autres modalités de partenariats qui peuvent être éventuellement capitalistiques ou autres ? Oui, je crois qu'on a un peu tous les modèles, vous avez raison. Donc, pour la première question, je dirais que soit Future for Care, soit nous directement, parce que Future for Care, donc c'est les startups postulent en fait dans le cadre des appels à projets. Donc là, on a sélectionné 22 startups parmi 150 qui ont postulé sur les 2 premiers appels à projets. Maintenant, il y en aura d'autres, mais sinon, si c'est connecté directement à nos sujets, sans hésitation, vous pouvez aussi venir vers nous. Et la deuxième question, ça peut être des partenariats, ça peut être un contrat de développement, ça peut être une prise de participation. On a un peu tous les exemples à date, tout à fait. Merci. Et je crois qu'on va être obligé de Bien conclure malgré le sujet passionnant et où tout reste encore, beaucoup de choses restent encore à faire. Il me reste à vous remercier beaucoup pour votre présentation. Merci à vous d'être venu l'écouter. Donc la séance suivante, ça sera consacré donc à Medtronic. Et j'espère que vous serez nombreux aussi à venir y participer. Merci à tous. Merci à vous, Jennifer Gagnard. Merci.